Très bien. Alors, on va commencer tranquillement ce webinaire. Bonjour à tous. Merci de vous être connectés. Vous êtes plus d'une cinquantaine à 10 heures à assister au webinaire. Donc, on va juste prendre quelques instants pour se présenter avec Esteban. Donc, moi, c'est Patrick Cohen, donc senior manager au sein du cabinet Actuelia depuis bientôt une dizaine d'années. Donc, j'accompagne les organismes d'assurance sur les sujets de conformité réglementaire, de tarification de provisionnement et des sujets de management en lien avec la gestion des risques. Et je suis accompagné d'Esteban. Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Esteban Thieblemont, je suis consultant senior au sein du cabinet Actuelia depuis maintenant 4 ans. Et c'est vrai que depuis ces 4 ans, j'ai pu intervenir sur beaucoup de problématiques différentes, hein, que ce soit des problématiques réglementaires, des problématiques liées au provisionnement ou encore des problématiques de tarification. J'ai également pu intervenir à plusieurs reprises sur des régies actuarielles, hein, dans le cadre de différents besoins, au sein de direction des risques notamment, mais aussi de direction des investissements. Alors, succinctement, quelques mots sur le cabinet Actuelia. Donc, on a un cabinet de conseil qui a été fondé en 2013, qui a une quarantaine de consultants, plus d'une trentaine sur Paris, à peu près 5 sur Strasbourg et une antenne au Maroc. Et donc, on accompagne les organismes d'assurance sur les différents sujets qu'on a cités avec Esteban. Et on a bientôt même, on va dire, une équipe qui va être un peu dédiée au contrôle interne, qui va arriver et se renforcer au cours de l'année. Alors avec le cabinet, on aime bien animer des webinaires une fois tous les 2 mois, si vous nous ou plus régulièrement. Ça va dépendre soit de l'actualité réglementaire, soit de l'actualité opérationnelle des organismes d'assurance. Et c'est un peu ça l'objet du webinaire de ce matin, c'est-à-dire il y a eu des publications réglementaires du superviseur en ce début d'année. Il y a le sujet des clauses de revoyure qui commence à arriver tranquillement. Et donc du coup, on voulait profiter de cette matinée. On sait que en termes de calendrier, ça correspond aussi aux travaux liés à la mise à jour, à la fin de mise à jour de la cartographie des risques et à l'initialisation des travaux ORSA. Et donc, on voulait mettre en perspective un peu tous ces sujets avec le webinaire de ce matin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On prendra quelques minutes en fin de webinaire pour y répondre. Et je laisse la parole à Esteban pour démarrer l'introduction. Donc effectivement, hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, les organismes d'assurance, ils évoluent dans un environnement qui est en forte évolution, hein, que ce soit des évolutions climatiques, numériques ou encore politiques. Et on voit finalement que toutes ces évolutions, elles engendrent des risques toujours plus importants pour les organismes d'assurance à chacun de ces niveaux. Alors en termes climatiques, hein, on observe dans la continuité des années précédentes une hausse des coûts climatiques pour les organismes d'assurance. L'année 2024, hein, d'ailleurs, hein, bien qu'elle ne constitue pas un record en termes de coûts climatiques, hein, eh bien, on se trouve toujours sur cette année-ci sur un coût des sinistres climatiques qui, en moyenne, devient largement supérieur aux coûts les plus forts qu'il était possible d'observer avant les années 2000. Ces observations, hein, qu'on fait sur l'année 2024, hein, elles sont d'ailleurs cohérentes avec les conclusions qu'avait pu faire France Assureur il y a quelques années, hein, où ils indiquaient que on s'attend à ce que l'impact dû aux événements climatiques, eh bien, il double entre 2020 et 2050 par rapport à la période 1989-2019. Cette hausse des coûts climatiques, hein, pour les assureurs, elle est d'autant plus vraie, hein, que France Assureur, ils indiquent aujourd'hui que le coût réel des sinistres climatiques pour les organismes d'assurance sur la période 2020-2023, eh bien, ce coût réel, il est déjà supérieur de 18% par rapport aux projections qu'ils avaient établies au sein de leur étude il y a quelques années. Alors, au-delà, hein, de ces évolutions climatiques dont on vient de parler à l'instant, hein, c'est vrai que les évolutions numériques actuelles, elles engendrent elles aussi bien des risques supplémentaires pour les organismes d'assurance, hein. C'est vrai qu'on a vu, hein, au cours de ces derniers mois, qu'on avait une utilisation des outils numériques et notamment de l'intelligence artificielle qui était de plus en plus importante. Alors, on connaît, hein, tout l'apport que peut avoir cette intelligence artificielle, hein, en termes de fluidification de l'analyse de reporting, d'automatisation dans la gestion des sinistres ou encore l'impact qu'elle peut avoir dans les travaux réglementaires. Mais il ne faut pas oublier non plus que derrière tout cet apport, ça que pour les acteurs. Alors, pourquoi ça constitue un risque pour eux? Eh bien, parce qu'avec cette utilisation de plus en plus importante, finalement, on a des possibilités de fraude qui sont de plus en plus fines.
Pour vous donner un exemple rapide, hein, aujourd'hui, les assureurs auto, bah, ils font de plus en plus face à de fausses déclarations de sinistres, hein, avec des photos d'accidents qui ont été générées à partir de l'IA et qui sont d'ailleurs de plus en plus réalistes, hein, et donc de plus en plus difficiles à détecter. Et ce qu'on se dit là, hein, c'est d'autant plus vrai que depuis le Covid, il y a beaucoup de dossiers qui sont expertisés sur la seule base de ces photos. Donc finalement, hein, si l'IA elle permet un accroissement des outils numériques, il ne faut pas oublier non plus que derrière, ça engendre un accroissement des risques associés à cette nouvelle utilisation. Et enfin, vous le savez, hein, on est dans un contexte géopolitique où on s'est vu matérialiser des risques importants de variations sur les marchés financiers. Alors l'épisode le plus récent, hein, pour illustrer ça, hein, c'est finalement de se rappeler ce qui s'est passé le mois dernier, hein, entre les États-Unis et la Chine, et ces fameuses annonces de mise en place de tarifs douaniers supplémentaires, puisqu'on a pu voir que finalement la traduction de toutes ces annonces, bah, elle a été assez rapide, hein, sur les marchés financiers et elle s'est pas fait attendre, puisqu'au cours des 2 jours qu'on suivi ces annonces, bah, on a le S&P 500 qui a fortement chuté de près d'une dizaine de pourcents, ce qui correspond d'ailleurs à sa plus forte chute, hein, depuis 2020 et donc depuis la période Covid. Et la bourse de Paris non plus, hein, n'a pas été épargnée, puisque parallèlement, on a le CAC 40 qui a lui fortement chuté de 12% la semaine qui a suivi ces annonces. Donc voilà un petit peu, hein, le contexte dans lequel les assureurs se trouvent aujourd'hui, hein. Mais finalement, une fois qu'on a fait ce constat qu'en tant qu'organisme d'assurance, ben, on évoluait dans un environnement qui était de plus en plus risqué, la question qu'on peut se poser, c'est finalement comment la réglementation, elle nous demande à nous, organismes d'assurance, de tenir compte de cette forte évolution des risques. Alors pour ça, bah, si on regarde les travaux de ces dernières années, hein, qui ont été faits, travers des amendements du règlement délégué, de la clause de revoyure de 2020 ou encore les réflexions qui sont en cours au sein de l'EIOPA, ben, on voit finalement que la réglementation, elle aussi, elle est en très forte évolution. En termes de risque de marché, hein, par exemple, hein, la clause de revoyure, bah, elle va prévoir un affinement des hypothèses de calcul qui sont utilisées dans le cadre du risque de taux d'intérêt, un affinement également des hypothèses de l'ajustement pour volatilité, une revue des seuils de l'ajustement symétrique ou encore une réduction du coût en capital des actifs qui sont détenus à long terme. En termes de risque opérationnel, alors ici, les superviseurs, bah, ils vont attendre de savoir ce qui est réellement mis en œuvre au sein des organismes pour se prémunir du risque cyber. Et ils vont notamment attendre pour cela, bah, des plans clairs de gestion de ce risque, alors que ce soit au travers, par exemple, de mise en place de politiques de cybersécurité, de réalisation de tests de résilience, ou encore de mise en place de procédures qui viseraient à détecter ou répondre aux incidents. Et même si on veut aller un peu plus loin, hein, sur ces risques cyber, hein, on voit que même pas simplement par le prisme de la directive Solvabilité 2, hein, mais aussi par d'autres règlements européens du type réglementation DORA, où finalement on voit qu'il y a une autre demande qui est de s'intéresser finalement de manière plus globale à la communication, ce qui s'appelle, hein, je vous le rappelle, hein, les TIC sous DORA, et de mettre finalement en place une cartographie des risques qui est associée à ces TIC. En termes de risque de liquidité, le superviseur attendra ici la mise en place d'outils de suivi qualitatif et quantitatif. Et enfin, en termes de risque de durabilité, le superviseur va attendre une plus grande intégration de ce risque dans le système de gestion des risques des organismes et de ne pas limiter l'impact du changement climatique au seul risque physique. Alors à ce stade, hein, j'en dis pas beaucoup plus pour l'instant sur ces deux derniers risques, hein, puisque dans la suite de ce webinaire, ben, on va zoomer un peu plus en détail sur ces deux risques. Et je laisse donc la main à Patrick, hein, qui va pouvoir nous en dire un peu plus sur ce risque de liquidité. Alors, le risque de liquidité, pour rappel, il est traité de manière souvent succincte, que ce soit dans les rapports narratifs ou les politiques d'investissement des organismes de finance. Quand je dis de manière assez succincte, c'est souvent le paragraphe qui est associé vise à expliquer bah, quelle est la limite en termes de seuil de trésorerie dont s'est doté l'organisme d'assurance et que ce seuil minimal permettrait de couvrir les engagements de l'organisme sur plusieurs mois. Ce que va demander la clause de revoyure, donc, qui va être appliquée à partir du second semestre 2026, c'est d'avoir un plan de gestion du risque de liquidité. Alors, réglementairement, qu'est-ce qui est demandé par la clause de revoyure? C'est que ce plan de gestion de risque de liquidité, il couvre à minima
le risque à court terme, sur demande du superviseur à moyen et long terme, et de disposer d'indicateurs de risque de liquidité pour pouvoir anticiper, appréhender, mesurer ce risque. Alors, comme souvent, la réglementation, elle dit de mettre en place des indicateurs, elle spécifie pas lesquels. On va regarder quelles idées on peut avoir par rapport à ce sujet-là. Et par rapport au contenu après du plan de gestion de risque de liquidité, il n'y a pas encore eu de texte relatif au plan qui a été proposé. Par contre, on peut imaginer que quand le superviseur demande à ce qu'on liste l'ensemble des flux de trésorerie entrant et sortant et qu'on tienne compte de stress test pour regarder l'impact de situations stressées sur ces flux de trésorerie, on imagine que l'objectif, ça va pas forcément être d'être chronophage en termes de travaux et de faire des stress en plus, par exemple, des travaux hors ça, mais c'est peut-être l'occasion de les inclure, ces stress de liquidité qui vont être demandés au sein des travaux hors ça et que le plan de gestion de risque de liquidité y fasse référence. En termes d'indicateurs de liquidité, je reviendrai sur le plan dans quelques minutes. Au niveau des indicateurs, quelques indicateurs, on va dire, un peu pragmatiques et intuitifs qu'on peut imaginer, c'est par exemple avoir un échéancier des flux de trésorerie qui permettent de recenser les différents postes de dépenses à court, moyen et long terme selon la durée de ces engagements, qu'on puisse avoir une distinction par type de flux, flux technique, d'exploitation, financier ou autre, et surtout de disposer à chaque fois du niveau d'encours des actifs liquides et les mettre en perspective des besoins en liquidité sur les différents horizons pour avoir en quelque sorte un ratio de liquidité qu'on puisse surveiller. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est des indicateurs liés aux résiliations et au rachat, avec un indicateur qui pourrait être hebdomadaire, mensuel et mis en perspective d'une moyenne mensuelle hebdomadaire, retraité des saisonnalités selon les périodes. Par rapport au plan de gestion de risque de liquidité, il n'y a pas vraiment de plan proposé pour le moment. Nous, pour l'instant, ce qu'on pourrait imaginer, c'est un plan un peu en quatre parties. On aurait dans un premier temps la présentation des besoins en liquidité par horizon de temps. Donc, comme j'ai dit précédemment, on pourrait trouver dans cette première partie, par exemple, un échéancier des flux en catégorisant les engagements par horizon de temps, mais aussi en listant du coup, en ayant recensé les différents besoins par catégorie de poste, du coup, lister les scénarios de stress qui seraient pertinents et qui pourraient impacter significativement ces différents flux à percevoir ou à devoir. Dans un deuxième temps, on a dit que ce qui serait intéressant, c'était d'avoir l'encours des actifs liquides. C'est de pouvoir déjà définir ce qui va être considéré comme liquide parmi les actifs dont on dispose, quitte à avoir plusieurs degrés, plusieurs niveaux de liquidité sur les actifs qui vont dépendre de la nature des actifs, de leur sensibilité au marché, de leur immédiateté de récupérabilité, et d'avoir éventuellement aussi les sources de liquidité alternatives en cas de situation de crise, type mise en pension de titres, c'est-à-dire le fait de se faire échanger ces titres contre la liquidité, le temps du besoin de liquidité, après racheter ces titres auprès du prêteur. Une troisième partie qui serait axée sur les indicateurs de suivi et les seuils, entre guillemets, d'appétence, d'alerte associés, parce qu'on comprend que si on nous demande des indicateurs, on va nous demander également de savoir quand ces indicateurs vont conduire à des plans d'action. Et donc, il va falloir se poser la question sur quand est-ce qu'un indicateur de liquidité va conduire à une action et du coup avoir la liste des actions qui pourraient être effectuées dans le cas de franchissement des seuils, en sachant que pour que ces trois parties, elles s'articulent bien opérationnellement et pas juste sur le papier, du coup, on a la quatrième partie qui viserait à expliquer comment on attribue les responsabilités et les rôles dans la mise à jour de ce plan de gestion de risque, dans la communication des indicateurs de suivi, le format que ça prendrait, les instances auxquelles on communiquerait et à quelle cadence, et savoir au niveau justement des stress de liquidité qui les validerait. Nous, on pense que ce serait intéressant que ce soit directement inclus dans les travaux ça pour éviter
on va dire, d'être trop chronophage, et aussi surtout une organisation, une description de l'organisation des cellules de crise en cas de survenance de ces scénarios, de ces événements stressés de liquidité. Donc ça, c'était le premier risque sur lequel on voulait revenir parce qu'on sait que c'est un sujet qui va arriver d'ici un an et demi, et que on peut déjà commencer à initier des travaux sur le sujet avant d'arriver à la date butoir, entre guillemets. Et un second risque auquel on voulait s'intéresser, mais qui est plutôt lié à l'actualité publication réglementaire, du coup, c'est le risque de durabilité. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est les risques de durabilité? Bon, ben, on a le règlement délégué hein, qui nous donne une définition de ce risque et il le définit comme étant un événement ou un état de fait dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s'il survenait, pourrait avoir une incidence négative réelle ou potentielle sur la valeur de l'investissement ou de l'engagement. Alors, le règlement délégué, hein, il nous donne une définition de ce risque, mais finalement, c'est quoi les attentes réelles en matière réglementaire sur ce risque de durabilité? Alors, pour répondre à cette question, on peut se pencher sur une enquête qui a été menée par la CPR hein, concernant l'intégration de ces risques de durabilité dans vos systèmes de gouvernance et de gestion des risques. Et finalement, les principaux retours hein, suite à cette enquête, bah, c'est finalement ceux qu'on voit ici à l'écran. Alors, ce qu'on comprend hein, des remarques de la CPR, c'est que les organismes d'assurance à ce stade, bah, ils n'ont pas appréhendé assez ces différents risques et surtout, ils vont pas assez loin dans leur implémentation. Nous, la remarque qu'on se fait, c'est finalement si ces risques de durabilité ils sont pas assez implémentés euh, par les acteurs, c'est peut-être aussi parce que la compréhension ou la définition du risque de durabilité, bah, elle n'est pas forcément très claire. Étant donné qu'on nous parle finalement de nouveaux risques, on ne sait pas vraiment si c'est des risques qui vont venir en plus de ceux qui existaient déjà, ou si c'est finalement des risques qui existaient déjà et qu'on connaissait déjà, mais simplement sous une nouvelle qualification. Dans la suite de ce webinaire, on va tenter de répondre à ces questions. Donc, lorsqu'on se penche un peu plus en détail hein, sur l'enquête de la CPA, on nous parle de deux grands types de risques, hein, les risques physiques d'une part et les risques de transition d'autre part. Les risques physiques, alors c'est quoi? Ben, on nous explique hein, que ce sont des événements qui auraient un impact durable sur la détérioration de biens ou de personnes. Alors on comprend ici hein, que ça va être des risques, par exemple, liés à l'augmentation de cyclones, à l'augmentation de crues, ce genre de choses. On nous parle également dans un second temps de risque de transition, hein, comme je le disais. Ce risque de transition, bah, ça peut être par exemple le fait d'avoir un accroissement des réglementations qui finalement modifieraient l'activité dans laquelle on investit, nous, en tant qu'organisme d'assurance. Et cette enquête de la CPR, hein, elle va même un peu plus loin parce qu'elle nous dit hein, d'étudier en parallèle de ces deux précédents risques le risque de responsabilité contentieux ou juridique. Et on comprend assez bien pourquoi hein, il nous demande d'étudier ce risque de responsabilité en parallèle des deux précédents risques. Hein. Parce que finalement, si on a une augmentation des risques physiques, bah, mécaniquement, on va avoir par exemple beaucoup plus de litiges qui vont arriver. En termes de risque de transition, il y a par exemple la question qui va se poser pour l'organisme de continuer ou non d'investir dans certains secteurs. Euh, mais finalement, ces risques physiques et de transition, le plus souvent, ils nous sont présentés sous le seul scope du dérèglement climatique. Euh, mais si on se rappelle hein, de la définition des risques de durabilité hein, du règlement délégué qu'on vient de voir juste avant, bah, finalement, on a vu que cette définition ne se limitait pas à ce seul scope du dérèglement climatique. Donc, si on va un peu plus loin, on pourrait imaginer des exemples de risques qui finalement ne sont pas liés au dérèglement climatique, mais qui pour autant pourraient être qualifiés comme étant de durabilité. Et d'ailleurs, dans chacun des trois grands types de risques hein, que j'évoquais juste avant, hein, à savoir les risques physiques, de transition et les risques de responsabilité, hein, on pourrait trouver des exemples de risques non liés au dérèglement climatique, mais qui pour autant pourraient être rattachés à la notion de durabilité. Alors, ça peut être par exemple hein, pour les risques physiques, bah, un risque par exemple sanitaire qui provoquerait des sinistres en assurance vie, en santé ou même des pertes d'exploitation qui auraient pas été anticipées. Par contre, on voit hein, que dans un tel risque, hein, l'impact de ce risque, c'est un risque par exemple de dérive de la sinistralité et qui est finalement un risque qu'on connaît déjà hein, nous en tant qu'organisme d'assurance.
En termes de risque de transition, bah, on pourrait imaginer un risque d'évolution réglementaire qui finalement imposerait la prise en compte de la pollution numérique dans les investissements et qui donc implicitement exclurait certains secteurs dans lesquels on pourrait investir. Là encore, l'impact de ce risque, c'est un risque qu'on connaît déjà puisque c'est un risque de perte de valeur de nos actifs. Et enfin, un exemple de risque de responsabilité donc non lié au dérèglement climatique, bah, ça pourrait être un risque d'être poursuivi pour avoir assuré ou investi dans des entreprises qui seraient impliquées dans des atteintes aux droits humains. Finalement, le risque derrière ici, ça serait le risque de devoir s'acquitter d'une amende. Donc, on voit bien au travers de tous ces exemples, que ce qui est important d'avoir en tête, c'est que le plus souvent, l'impact de ces risques de durabilité, bah, c'est finalement des risques qui existent déjà dans vos référentiels. Donc, tout l'enjeu, ça va être pour les organismes d'assurance, ça va être finalement d'identifier les risques qui sont présents au sein de leur cartographie des risques et qu'on peut rattacher à des enjeux de durabilité. Une fois qu'on s'est dit ça, on peut se poser plusieurs questions. D'une part, est-ce que c'est toujours possible de rattacher ces risques de durabilité à des risques existants? Et d'autre part, est-ce que le seul critère de la matérialité financière qu'on utilise dans la cartographie des risques, est-ce qu'à lui seul, bah, finalement, il est suffisant pour recenser l'ensemble des risques? Et donc, je vais laisser la parole à Patrick pour répondre à ces différentes questions. Alors, pour répondre à ces questions, ce qu'on a un peu regardé, c'est ce qui était demandé par les autres textes réglementaires européens. On ne va pas rentrer dans le détail de la directive CSRD, qui est le texte réglementaire sur la publication des rapports de durabilité, qui a été même décalé à quelques années et qui vise à être allégé. Par contre, en regardant ce texte réglementaire, il y a une démarche qui est intéressante dans l'optique de recensement et d'être exhaustif sur les risques de durabilité, c'est l'optique de double matérialité. Pourquoi? Parce que souvent les risques qui sont présents dans la cartographie, c'est les risques qui présentent une matérialité financière, mais pas forcément les risques qui présentent également ou uniquement plutôt une matérialité d'impact. Pour rappel, la matérialité financière, donc c'est l'impact de l'environnement extérieur sur l'organisme d'assurance, et la matérialité d'impact, c'est l'impact qu'a l'organisme sur l'environnement extérieur. Et donc en peu regardant ce sujet-là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on pouvait même identifier, comme un peu de manière similaire à ce qu'a fait Esteban pour les risques déjà présents dans les cartographies, bah, de recenser par sujet d'origine environnementale, sociale ou de gouvernance, les risques qui pouvaient être issus soit de l'activité assurantielle de l'organisme, soit de son activité d'investisseur, soit de son activité entre guillemets opérationnelle et qui pouvaient être qualifiés de risques de durabilité, qui présentent pas forcément une matérialité financière à date, c'est-à-dire qui va se produire directement demain, mais des risques qui ont une matérialité d'impact et qui peuvent présenter une matérialité financière latente. On a mis trois exemples dans la slide. Par exemple, l'impact dû aux émissions de gaz à effet de serre des opérations propres à l'organisme du type système informatique, immobilisation et traitement des déchets, où l'impact financier il va pas être direct, par contre ça peut avoir un impact par rapport au désalignement stratégique de l'organisme, si jamais on a un objectif environnemental ou de réduction qu'on cherche à atteindre. Un risque issu du domaine social qu'on a même retrouvé dans l'enquête enfin, dans la publication de l'EIOPA du 19 mai dernier sur la lisibilité des garanties au niveau européen pour les assureurs non-vie. Grosso modo, dans cette publication, l'EIOPA explique que dans les fiches IPID des assureurs, quelquefois, c'est pas clair pour les assurés, des garanties auxquelles ils ont droit et que souvent ça fait des références à des documents en annexe qui sont pas, on va dire, immédiatement compréhensibles et dont le risque, ce serait que les assurés croient qu'ils disposent d'une couverture par rapport à la survenance de certains sinistres, alors que c'est pas le cas. Et donc le risque associé, donc c'est dans le cas où de tels sinistres se produiraient, finalement ce serait même un risque de litige côté organisme d'assurance, donc une matérialité d'impact entre guillemets social. Et pour l'exemple issu du domaine de la gouvernance, c'est un sujet qui existe déjà, à savoir les sujets de controverse
au sein des entreprises dans lesquelles les organismes investissent, où ça peut plutôt avoir un impact de désalignement, entre guillemets, des engagements sociaux des assurés ou même des collaborateurs d'un organisme, si jamais l'organisme a investi de manière significative dans des entreprises qui sont sujettes à controverse. Encore une fois, il n'y a pas de risque d'amende réglementaire ou de pertes financières directes à date, mais c'est un peu des risques latents qui peuvent alimenter la réflexion sur le recensement des risques de durabilité. L'objectif, quand on fait le lien donc avec ce qu'a dit Esteban, de réconcilier les risques qui sont déjà présents dans la cartographie avec le thème de la durabilité, regarder si, du point de vue d'une matérialité d'impact, il y a des risques qui sont pertinents pour l'organisme. L'objectif, à la fin, c'est toujours d'avoir une cartographie qui soit la plus complète et même la plus représentative des risques majeurs pour l'organisme pour pouvoir alimenter derrière les objectifs des travaux hors ça, à savoir les risques absents de la formule standard, l'évaluation du besoin de solvabilité, du besoin global de solvabilité et le respect permanent des exigences réglementaires à travers les différents stress tests. Et donc, du coup, dans la suite du webinaire, on va prendre quelques minutes pour s'intéresser à la réponse de ces objectifs de l'ORSA par rapport aux requis réglementaires, mais aussi à travers la prise en compte de ces sujets de durabilité. Donc, comme vient de l'énoncer Patrick il y a un instant, hein, l'un des objectifs de l'ORSA, ça va finalement consister à analyser dans quelle mesure le profil de risque de l'organisme il va s'écarter des hypothèses qui sous-tendent la formule standard. Alors pour cela, hein, ce qui est habituellement fait par les organismes qu'Actualia accompagne, hein, c'est finalement de réévaluer à minima les trois risques qu'on voit ici à l'écran. Hein. Donc dans un premier temps, le risque immobilier, en challengeant la pénalité de 25% qui a été calibrée au niveau européen et qui donc ne reflète pas nécessairement le risque réellement encouru par les acteurs. Puis dans un second temps, le risque de spread. Alors ici, en challengeant l'hypothèse selon laquelle les obligations d'État de l'Union européenne, eh bien, elles ne sont pas choquées et donc en immobilisant un capital pour ces obligations. Et enfin, le risque de prime et réserve en santé et en non-vie, en challengeant les volatilités standards qui sont appliquées aux primes et aux provisions. Alors, en plus de la réévaluation de ces trois risques, hein, on remarque que sur la majeure partie des acteurs qu'Actualia accompagne, finalement, qui viennent compléter le périmètre couvert par le risque opérationnel en immobilisant un capital supplémentaire pour des risques tels que ceux qu'on voit ici à l'écran, à savoir un risque de cyberattaque, une dépendance à un prestataire externe ou encore un risque de fraude interne et externe. Alors, on vient de voir un petit peu hein, les risques qui sont usuellement analysés par les acteurs qu'Actualia accompagne, hein, mais après, la question qui se pose, c'est de savoir finalement dans cette démarche comment on va venir inclure les risques de durabilité qu'on a cités précédemment. Alors, pour certains risques, hein, il y a déjà des pistes de l'EIOPA dont on peut s'inspirer, puisque en novembre 2024, hein, l'EIOPA a publié un rapport hein, dont l'objectif finalement c'était d'évaluer si les risques de durabilité nécessitaient un traitement prudentiel spécifique dans le cadre de Solvabilité 2. Alors, comment ils ont fait pour répondre à cet objectif? Hein, ils ont analysé le potentiel lien qu'il pouvait y avoir entre les risques prudentiels de marché, et notamment, on le verra, hein, le risque action et le risque de spread, et les risques de transition. Alors, au terme de leur étude, hein, ils ont envisagé trois options possibles. Et c'est surtout leur troisième option hein, qui va nous intéresser aujourd'hui, hein, puisque c'est celle dont on peut s'inspirer finalement pour intégrer les risques de durabilité à ce premier objectif de l'ORSA hein, qu'on évoquait juste avant. Alors, qu'est-ce qu'ils évoquent hein, dans cette troisième option? Dans un premier temps, cette troisième option, elle va consister pour les actions de type 1 à ajouter une charge de capital spécifique au risque de transition qui pourrait aller jusqu'à 17%. Et pour cela, il faudrait donc bien définir des critères d'exclusion hein, pour la classification des actions dites fossiles. Dans un second temps, ils expliquent que cette option, elle consiste à appliquer une exigence de capital supplémentaire aux charges actuelles, donc pour les obligations, hein, sous la forme assez simplement d'un facteur multiplicatif.
qui pourrait aller jusqu'à 1,4 au maximum. Donc finalement, hein, tout ce qu'on vient de se dire jusqu'à maintenant, d'après nous, ça peut finalement nous permettre de définir le besoin global de solvabilité. Alors, avant de rentrer dans le détail, hein, qu'est-ce que nous disent les textes réglementaires hein, sur ce besoin global de solvabilité, hein, bah, ils nous disent que ce BGS, il doit avoir un caractère prospectif. On peut éventuellement intégrer une métrique différente de celle de la formule standard, ou encore être qualitatif dans le cas où on n'aurait pas forcément la possibilité de quantifier le risque en question. Alors, ce qu'on vient de se dire juste avant, hein, c'est que bah, on avait des risques qui étaient présents, pour lesquels on allait conserver une même métrique, mais pour lesquels, par contre, on allait adapter la pénalité standard. Alors, ça peut être les risques actions, hein, en se basant sur un autre indice boursier que celui qui a été utilisé pour le calibrage du 39%, ou encore en utilisant les travaux de l'EIOPA dont on vient de parler à l'instant, pour intégrer notamment ce fameux risque de durabilité. On peut également revoir la pénalité et les pénalités du risque de spread. Donc, par exemple, comme on l'a vu hein, en challengeant l'hypothèse selon laquelle les obligations d'État de l'Union européenne, bah, elles ne sont pas choquées. Et donc, en immobilisant un capital supplémentaire pour ce type d'obligations, ou là encore, hein, comme on vient de le voir, en se basant sur les travaux qui ont été menés par l'EIOPA. On en a parlé également, hein, mais on peut évidemment toujours challenger la pénalité de 25% qui a été utilisée dans le cadre du risque immobilier, hein, en se basant par exemple sur un autre indice immobilier que celui qui a été utilisé pour le calibrage initial, ou encore challenger les pénalités standards qui sont utilisées dans le cadre des risques techniques. Par contre, vous voyez que typiquement avec les autres risques hein, qu'on a cités dans la première partie, hein, qu'on a évoqué cet allongement finalement de la cartographie des risques, que ben, on a d'autres risques hein, qui pourraient finalement être intégrés à ce besoin global de solvabilité. Alors ça peut être bah, des risques opérationnels hein, du type risque homme-clé ou de devoir s'acquitter d'une amende réglementaire. Donc finalement, j'ai envie de dire des risques qui peuvent être quantifiables, hein. Par contre, on peut aussi citer d'autres risques, alors comme celui par exemple d'une dégradation du climat social, hein, ou encore des risques comme ceux dont a parlé Patrick un peu plus tôt dans ce webinaire. Et là, par contre, pour ce type de risque, pour le coup, ça peut être peut-être un petit peu plus compliqué de les inclure quantitativement dans un chiffrage de SCR. Et donc, dans ce cas, l'appréhension de ce risque, elle pourrait se faire comment? Bah, on s'est dit qu'elle pourrait se faire au travers d'une approche par scénario. Et c'est donc finalement, c'est-à-dire par la mise en place de stress tests. Donc, je vais donc laisser la main à Patrick sur ces stress tests. Pour faire juste le lien avec ce que vient de dire Esteban, on comprend que pour certains narratifs de risque, le problème de calibrer entre guillemets un SR sur le sujet, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Le problème de la métrique, le problème de la corrélation du risque avec les autres de la formule standard, et donc une approche par scénario, finalement, c'est un peu le plus pragmatique, pratique. Et au niveau des stress tests, il y a plusieurs sujets qui sont à considérer. Déjà, les stress tests, il y a la question de l'horizon de temps qui se pose. Dans son enquête, la CPR préconise de rallonger la durée des stress, notamment climatiques, à une quinzaine d'années. Ce 15 ans, on pense qu'il faut quand même le mettre en perspective de la branche d'assurance, de la durée des engagements et aussi de la pertinence de ce qu'on veut mesurer dans le stress test, parce que si l'idée c'est juste de mesurer l'impact d'une dérive, par exemple de sinistralité pour les organismes de santé, par exemple, ça n'a pas vraiment d'intérêt de rallonger sur une quinzaine d'années, mais regarder l'impact à date, par exemple, au cours des 5 prochaines années, c'est un intérêt. Sur des organismes non-vie qui font la construction, là, avoir un horizon de 15 ans, ça fait sens, même avec la durée de leurs engagements. Euh, Par contre, par rapport à la durée minimale de ces scénarios de stress, on pense que 5 ans, c'est à minima la durée qui est pertinente pour avoir les différents impacts des stress qu'on va être amené à réaliser, et pertinente aussi pour avoir la durée et l'impact des actions de remédiation éventuelles qu'on a à mettre en œuvre
si jamais on a des stress tests qui sont très significatifs. Au niveau des différents stress tests, on peut un peu les catégoriser en deux parties. Les scénarios un peu catastrophes, qui vont être en majeure partie issus de la cartographie des risques majeurs. Donc ça, c'est les scénarios qui sont, on va dire, faits usuellement au sein des organismes, à savoir les scénarios en général, ça se répartit entre financier, technique, opérationnel et une combinaison des trois. Donc là, on peut retrouver les scénarios un peu commun de crash sur les marchés financiers, de dégradation de la sinistralité, mais aussi les scénarios qui peuvent être associés à la durabilité, à savoir les stress climatiques ou une dérive de sinistralité issue d'une dégradation du climat social pour les enjeux sociétaux. On peut avoir des stress qui sont issus de demandes particulières du conseil d'administration pour se rassurer par rapport à des sujets spécifiques. On met comme exemple une hausse des coûts liés à la réassurance, mais on peut mettre d'autres sujets un peu selon les attentes de son conseil d'administration et des stress liés à d'autres travaux réglementaires. Et c'est là qu'on fait un peu le lien avec ce qu'on évoquait en début de webinaire et les travaux sur la liquidité. On a déjà un rapport dans lequel on nous demande de faire des stress tests. L'objectif, c'est pas de cumuler les travaux, mais de capitaliser sur ceux existants et pourquoi pas profiter du coup des stress de l'ORSA pour effectuer ces stress de liquidité. En perspective de ces scénarios catastrophes, où le but c'est un peu de regarder, de tester la solidité du ratio de couverture, mais même plus globalement du plan stratégique de l'organisme, on peut avoir aussi des scénarios qui visent à prendre des décisions stratégiques. Euh, un scénario un peu commun, ça peut être le scénario sur la décision de la stratégie de l'allocation d'actifs. Le scénario central, c'est avec l'allocation qu'on souhaite faire dans l'horizon de plan stratégique, mais on pourrait imaginer que si jamais on souhaite un désinvestissement de certains secteurs d'activité, notamment par rapport au sujet de durabilité qu'évoquait Esteban, bah, lors ça, ce serait l'occasion de prendre un jeu d'hypothèses et de regarder l'impact que ça pourrait avoir par rapport à notre trajectoire centrale pour décider de s'engager ou non sur cette stratégie. Ça peut aussi être l'occasion de regarder l'impact d'annexer les rémunérations variables, par exemple, des salariés sur un objectif également de performance environnementale et plus financière, uniquement financière, et de regarder bah, l'impact de l'évolution de, de la part variable en fonction des objectifs et de l'impact sur le plan stratégique, et de manière un peu plus, on va dire, usuelle aussi, tout simplement, prendre des décisions au niveau des revalorisations tarifaires et de modéliser les réflexions sur les modifications de traités et de stratégies de réassurance. Dans les deux cas, ce qu'il faut avoir en tête finalement, c'est que on a besoin d'un indicateur de décision pour savoir si, dans le cadre des scénarios catastrophes, ben, on s'écarte trop, entre guillemets, de la zone accepté stratégiquement par l'organisme. Et dans les scénarios stratégiques, si quand on teste ces scénarios alternatifs, on reste dans le cadre de décision accepté par l'organisme. Ce cadre de décision, on le connaît un peu sous un autre nom en assurance, c'est le cadre d'appétence au risque. Alors l'appétence au risque, elle peut être définie de plusieurs manières selon les acteurs, soit en fonction d'un ratio de couverture, soit en fonction d'un ratio de couverture et d'un résultat annuel, soit en fonction d'un ratio de couverture, d'un ratio combiné, d'une part du SR marché par rapport au placement. Et finalement, à chaque fois, l'appétence permet de fixer un cadre à sa stratégie. L'objectif, c'est de savoir quand est-ce qu'on va sortir du cadre et avoir une liste des actions de remédiation disponibles pour revenir à un niveau acceptable. L'impact sur un dérisking des actifs, une diminution des frais à travers, par exemple, les projets qui peuvent être stoppés sur l'horizon de projection et remis à plus tard, la mise en pension de titre dans le cas du stress de liquidité, par exemple. Donc, comme ça, on a aussi les actions de remédiation euh, qui nous permettent, dont on peut capitaliser dessus dans le cadre des travaux hors ça. Et au niveau
on va dire, des scénarios plus stratégiques, bah, ça nous permet, notre cadre d'appétence, de savoir si une évolution de l'allocation stratégique d'actifs est permise par notre cadre actuel, ou au contraire, à ce moment-là, de modifier le cadre actuel pour tenir compte de l'évolution de cette stratégie. Un peu pareil au niveau de, par exemple, des objectifs de performance et des rémunérations variables qui seraient indexées sur la performance. Et finalement, cette démarche-là d'intégrer des stress relatifs aux décisions, ça permet de répondre au dernier point qu'on n'a pas évoqué de l'enquête de la CPR sur la durabilité, où ils expliquent que finalement la mise à jour des politiques écrites tient pas compte des sujets de durabilité d'un point de vue mesure de risque. Et elle prend l'exemple, par exemple, de la politique d'investissement en disant qu'on se base surtout sur des critères ESG, mais pas forcément sur des décisions fondées sur une approche risque. Alors, le fait de se baser sur des critères ESG, au fond, bah, c'est tout à fait normal pour les organismes, parce qu'on leur a demandé du jour au lendemain de tenir compte de ces indicateurs de durabilité depuis 2022 pour ceux qui sont assujettis uniquement à S2. Et les premiers indicateurs qui étaient disponibles, bah, finalement, c'était les notations ESG, donc qui ont souvent été inclus au sein des politiques d'investissement. Après, pour l'approche fondée sur le risque, bah, on comprend que une manière un peu intuitive qui peut être utilisée, bah, c'est de se baser justement sur les résultats des travaux qu'on réalise déjà au sein de l'ORSA pour justifier que la décision de l'allocation d'actifs, par exemple, elle est actée suite à ces travaux. Pareil pour les politiques de rémunération et pour la politique de souscription et de provisionnement. Si c'est pas par rapport aux scénarios stratégiques, ça peut aussi être en perspective des scénarios catastrophes. Et donc, quand on met en exergue l'impact des stress climatiques, par exemple, on voit l'impact que ça a sur notre activité et ça permet de dire qu'on a fait évoluer notre politique en conséquence des impacts qu'on a perçus. Alors même les politiques qui sont évoquées au fond dans l'enquête à CPR, bah, elles pourraient être entre guillemets allongées. En théorie, ça impacterait aussi les politiques ORSA, de réassurance, d'autres politiques de gestion des risques. Mais disons que finalement, on voit que l'ORSA, ça peut être à la fois un moyen d'appréhender les risques de durabilité, que ce soit dans les risques non pris en compte dans la formule standard ou dans des scénarios de stress, mais aussi ça peut être un moyen de faire évoluer ces politiques écrites, en tout cas d'acter la validation et la mise à jour de ces politiques écrites par rapport au respect de son cadre d'appétence qu'on a vu à travers les scénarios de stress. Donc, pour conclure, hein, on l'a vu, hein, l'environnement dans lequel évoluent les organismes d'assurance aujourd'hui, bah, il est en forte évolution, hein. On a parlé d'évolution climatique, numérique, mais aussi politique. Et finalement, bah, face à tous ces changements, les réglementations, bah, elles tentent de s'adapter au mieux et d'évoluer aussi vite, si je puis dire, que les différents risques. Mais qui dit évolution des réglementations dit aussi bah, effectivement de plus en plus d'exigences pour les organismes d'assurance. Et donc avec toutes ces exigences supplémentaires, hein, tout l'enjeu pour les acteurs, ça va finalement être de, dans un premier temps, identifier finalement les travaux qu'ils ont déjà à leur disposition et dont ils peuvent se servir pour répondre à ces nouvelles exigences. Et dans un second temps, bah, si c'est pas possible de se baser sur des travaux existants, alors dans ce cas, quels sont les travaux supplémentaires qui sont alors à mettre en œuvre? Alors, qui doit pouvoir répondre au mieux à l'ensemble de ces questions? Bah, finalement, c'est la fonction clé gestion des risques, hein. Comment elle peut s'y prendre pour répondre au mieux à ces questions? Eh bien, ici, elle peut se baser sur l'outil principal qu'elle a à sa disposition, c'est-à-dire l'ORSA et les travaux qu'on a réalisés au sein de l'ORSA. Donc, on l'a vu, hein, alors ça, il faut vraiment voir ça comme un outil qui nous permet finalement de mettre à jour notre stratégie, hein. On l'a vu, dans ces travaux, on peut se servir bah, des travaux qu'on a mis en œuvre dans la cartographie des risques, hein, en intégrant par exemple
comme on l'a vu un peu plus tôt dans ce webinaire, le caractère de durabilité à des risques référencés, euh, ou de la compléter en utilisant par exemple une approche de double matérialité. Ces travaux, ils peuvent nous permettre également de nous assurer de la pertinence qu'on a donnée à notre appétence au risque, à la définition de notre appétence au risque, ou encore finalement de nous assurer de la cohérence de nos politiques écrites en les mettant en perspective des résultats de nos stress tests. Donc finalement, hein, ce qui est vraiment important de retenir, hein, c'est qu'effectivement aujourd'hui, en tant qu'organisme d'assurance, on est soumis à toujours plus de règles et d'exigences, hein. Mais j'ai envie de dire, il ne faut pas s'inquiéter pour autant, hein, puisque c'est vrai que depuis l'entrée en vigueur de Solvabilité 2, il y a déjà beaucoup de travaux qui ont été menés. Et donc, ce qui est vraiment important, ça va être de mettre en perspective ces nouvelles exigences avec l'existant, afin finalement d'identifier les éléments sur lesquels on peut capitaliser. Donc voilà, hein, pour ce webinaire. On vous remercie pour votre écoute et on va pouvoir passer désormais à vos questions s'il y en a. Donc, je vous remercie pour votre attention. Vous étiez plus de 130 participants sur ce webinaire. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Le replay sera disponible et on enverra aussi, on transmettra le support de présentation également. On attend quelques minutes de voir s'il y a des questions. Il me semble, Patrick, qu'on a une question, à savoir est-ce que la révision S2, elle précise des nouveautés sur le risque de liquidité? Bon, c'est pas ce qu'on a dit dans la première partie, c'est pas tellement des révisions par rapport à la description du risque, mais c'est plutôt par rapport à son analyse qu'il y a des compléments qui sont demandés, à savoir la mise en œuvre d'un plan de gestion de risque spécifique, la définition d'indicateurs et la réalisation de stress tests, mais en soi la définition du risque de liquidité n'est pas modifiée. Pour la définition du ratio de liquidité, ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'était de mettre en perspective les actifs qu'on va considérer comme liquides selon leurs conditions de disponibilité et leur sensibilité à l'évolution de marché en perspective des besoins de financement, donc des engagements qu'on a, et de mettre en perspective, par exemple, sur un court terme, moyen terme, long terme, selon la durée de nos engagements, les actifs liquides dont on dispose et les engagements auxquels on doit répondre. Il y a une question sur le fait que nos supports financiers sont classés en classe 8. Je suppose que ça veut dire article 8. Pensez-vous qu'une exigence de capital est nécessaire? Donc ça, je pense que par rapport à ce qu'on a dit, ce qu'on pourrait déjà regarder, c'est juste regarder même les secteurs d'activité sans aller jusqu'à est-ce que les entreprises ont un objectif de durabilité, mais juste regarder par secteur d'activité, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont, entre guillemets, très bruns dans les actifs qui sont considérés et appliquer, par exemple, les pénalités de l'EIOPA qui sont préconisées. Alors, le plan de gestion de risque de liquidité, il doit être prêt à partir de l'application de la clause de revoyure. La clause de revoyure, elle est censée être appliquée à partir du second semestre 2026, il me semble. Mais en fait, c'est dès lors que la transposition nationale, elle aura été actée définitivement par la CPR. Mais ce qu'on peut se mettre en tête comme deadline, c'est un peu euh, mi-année 2026 au plus tard, comme ça on anticipe déjà les éventuels délais.
Merci à tous pour vos questions. Je vous souhaite une bonne journée Merci beaucoup. et vous aurez le replay et le support de disponible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.